Avant d'étudier les différents chapitres d'optique géométrique et d'optique physique, il est important de bien comprendre les propriétés et la nature de la lumière. Donc, dans ce premier cours, on va plutôt s'intéresser donc à la propagation, donc à la manière dont la lumière va se propager, à sa vitesse de propagation, quelles sont les conditions qui vont influencer sa vitesse de propagation, et à sa nature. Quelles sont les propriétés intrinsèques, donc liées à la lumière elle-même, qui vont influencer cette propagation et cette vitesse. Alors, la première chose que l'on voit, c'est les conditions de propagation. Alors, conditions de propagation. C'est-à-dire que pour que la lumière se propage, le milieu dans lequel elle va se propager a besoin de remplir certaines conditions. Et ces conditions sont énumérées de la façon suivante. Alors, dans un milieu transparent, homogène et isotrope, la lumière se propage alors en ligne droite, donc en ligne droite, et ceci dans toutes les directions. Alors on va s'arrêter quelques instants sur cette phrase qui énumère les conditions de propagation de la lumière, parce qu'il faut bien la comprendre. Alors, c'est parce que le milieu est transparent que la lumière va pouvoir se propager. C'est parce que le milieu est également homogène qu'elle va se propager en ligne droite. Et c'est enfin parce que le milieu est isotrope qu'elle va se propager en ligne droite dans toutes les directions. Alors, en ce qui concerne la transparence, ça c'est assez intuitif. Transparent, c'est le contraire de opaque. Par exemple, si vous êtes dans un bâtiment, vous voulez observer le paysage à l'extérieur, vous ne pourrez pas l'observer à travers le mur, puisque le mur ne laisse pas passer la lumière, on dit qu'il est opaque. Par contre, à travers la fenêtre, qui elle est en verre, vous pourrez observer le paysage extérieur, parce que le verre a la propriété d'être transparent, donc de laisser passer la lumière. Le verre étant transparent, permet à la lumière de se propager à travers lui. Là, pour la définition de transparence. Ça, c'est assez intuitif. Ce qu'il est moins, c'est la définition d'homogénéité. Alors, on dit qu'un milieu est homogène. Alors, on dit qu'un milieu est homogène si il possède les mêmes propriétés en chacun de ces points. Alors,
ce qu'on entend par propriété, ce sont les propriétés physiques ou chimiques, hein. Par exemple la température, l'humidité, la densité, la pression, la masse volumique, etc., etc., etc. Voilà la définition de l'homogénéité. Ça veut dire que par exemple si le milieu que je considère c'est le bas ici de l'écran, si avec un appareil de mesure je mesure en un point A la température, la pression, l'humidité, la densité et d'autres caractéristiques, j'obtiens certaines valeurs. Je me place à un autre point du milieu B avec les mêmes appareils de mesure, je retrouve exactement les mêmes valeurs. En un point C, ça sera pareil, en un point D, ça sera pareil. Et en chaque point du milieu, je vais trouver à chaque fois les mêmes propriétés physiques ou chimiques. Et là, dans ce cas-là, je peux considérer que mon milieu est homogène et que dans ce milieu-là, la lumière pourra s'y propager en ligne droite. Ensuite vient la notion d'isotropie. Alors là, il va y avoir une petite subtilité. Alors, on dit qu'un milieu est isotrope si il est homogène dans toutes les directions. Donc ici il y a une subtilité au sens que cette fois-ci on va prendre en compte le fait de voyager dans ce milieu. C'est comme tout à l'heure, mon milieu est homogène. Si je me baladais de la gauche vers la droite, je rencontrais toujours le milieu avec les mêmes propriétés. Donc je pouvais m'y propager en ligne droite tranquillement, puisque je n'avais aucune difficulté, puisque mon milieu ne changeait pas de propriété. Ça, c'était dans une direction. Maintenant, si je peux me balader dans n'importe quelle direction de mon milieu, toujours en rencontrant les mêmes propriétés, que j'aille à la verticale, à l'horizontale ou à l'oblique, quelque direction que ce soit, si je rencontre à chaque fois les mêmes propriétés invariantes, eh bien je peux dire que le milieu est homogène et qu'il est à la fois isotrope. Alors on peut prendre comme exemple l'exemple d'une autoroute. On va essayer d'imaginer une autoroute. Alors, une autoroute qui est infinie. Une voiture sur cette autoroute, elle a deux façons de s'y propager, de voyager. Elle peut aller dans une direction ou elle peut aller dans l'autre direction. Dans ce cas-là, elle n'aura pas de souci puisque l'autoroute est considérée homogène dans cette direction-là. Elle pourra voyager sans difficulté. Maintenant, si l'automobiliste décide de voyager à la verticale, c'est-à-dire traverser l'autoroute, il va avoir un petit problème puisque arrivé ici à la limite, il ne pourra plus voyager puisqu'il va être bloqué par les rambardes de sécurité. Pareil, s'il va dans l'autre sens, vers le bas, il va être gêné. Donc on voit qu'ici on a une propagation qui peut être infinie, ici la propagation n'est plus infinie. Donc on va dire que l'autoroute est un milieu homogène mais pas isotrope, puisque je ne peux pas me propager de la même façon dans toutes les directions. Alors un exemple de milieu isotrope, ça peut être par exemple une patinoire qu'on va considérer infinie. Donc voilà, je suis ici en un point, je décide de partir dans cette direction, ou dans cette direction, ou dans cette direction. Donc j'aurais compris dans toutes les directions possibles. Et je vais toujours m'y propager de la même façon, puisque si ma patinoire c'est une surface de glace qui a tout le temps les mêmes propriétés physiques ou chimiques, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas m'y propager de la même façon dans toutes les directions, sachant qu'une patinoire, c'est pas comme une autoroute, ça n'a pas une géométrie limitée à l'horizontale, mais si elle est infinie, elle est illimitée dans toutes les directions. On peut dire que la patinoire est un milieu homogène et isotrope. Donc il y a une petite subtilité
Alors souvent les milieux seront homogènes mais pas isotropes. Et on verra ça plus tard, notamment quand on fera la biréfringence avec les cristaux. Vous allez voir que les cristaux permettent à la lumière de se propager d'une certaine façon dans une direction, mais pas de la même façon dans une autre direction. Qui sont anisotropes, au contraire de isotropes. Donc voilà pour cette définition. Alors ensuite, il y a un principe important en optique, c'est ce qu'on appelle le principe de Fermat, donc petit 2. Principe de Fermat. Et on va voir que le fait que la lumière se déplace en ligne droite dépend directement de ce principe. Alors que dit le principe de Fermat? Il dit la chose suivante. Pour se propager d'un point A vers un point B, d'un milieu, virgule, alors la lumière empruntera donc UNTERA alors empruntera une trajectoire qui minimisera le temps de parcours. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la lumière aura une distance à parcourir entre un point A et un point B, elle essaiera de parcourir cette distance dans un temps le plus court possible. Alors pour parcourir cette distance dans un temps le plus court possible, il faut trouver la trajectoire la plus efficace et la plus courte possible. Et la trajectoire la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. Donc la lumière se propagera du point A au point B en ligne droite. Alors ensuite, il faut définir le sens de propagation de cette lumière. Donc on va y mettre une flèche orientée au milieu du segment. Et en faisant ça, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a établi le modèle de rayon lumineux. Donc ça correspond au modèle du rayon lumineux. Donc le fait que la lumière se propage en ligne droite, c'est une conséquence directe du principe de Fermat. Elle n'a pas le choix, elle doit parcourir cette distance en un temps le plus court possible. Donc la distance la plus courte possible et la distance la plus courte possible entre deux points, c'est la ligne droite, et c'est pour cette raison qu'on va modéliser la trajectoire de la lumière par un rayon lumineux qui sera un segment orienté entre deux points. Alors, une autre conséquence directe du principe de Fermat, c'est ce qu'on appelle le principe de retour inverse de la lumière. Principe
de retour inverse de la lumière. Donc là je vous le donne tel qu'il est nommé dans la littérature, mais en réalité c'est quelque chose qui est assez simple, ce principe de retour inverse de la lumière. Alors c'est une conséquence directe du principe de Fermat. Alors qu'est-ce que dit ce principe? Alors, il dit la chose suivante. La lumière se propage d'un point A vers un point B, ou d'un point B vers un point A, en empruntant le même chemin ou la même trajectoire. Alors ça nous dit quoi? C'est que si la lumière devait aller d'un point A vers un point B, d'après le principe de Fermat, elle prendrait la ligne droite, qui est le chemin le plus court, pour minimiser son temps de parcours. Et maintenant, si elle devait partir de ce même point B pour arriver à ce même point A, et ben la trajectoire la plus courte correspond également à cette même ligne droite, mais en sens inverse. Donc la lumière, pour aller du point A vers le point B ou du point B vers le point A, va emprunter exactement le même chemin. C'est ce qu'on appelle le principe de retour inverse de la lumière, qui est directement lié au principe de Fermat. Alors maintenant que nous venons de voir les conditions de propagation de la lumière qui sont liées déjà à la propriété du milieu, mais surtout aux deux principes, le principe de Fermat et le principe de retour inverse de la lumière, on va pouvoir essayer de voir maintenant à quelle vitesse cette lumière va se propager. Quatre vitesses de la lumière. Alors, suivant le milieu de propagation, suivant le milieu dans lequel la lumière va se propager, elle n'aura pas forcément la même vitesse. Alors, une des premières vitesses que vous devez retenir, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, dans le vide, alors, ce qu'on appelle le vide, c'est le vide interstellaire, hein, c'est l'espace, on est hors atmosphère terrestre, on est dans l'espace. Alors dans le vide, la lumière va se déplacer à la vitesse de 3 10 puissance 8 mètres par seconde, ou 3 10 puissance 5 km par seconde, qu'on peut noter aussi 10 puissance 5, 1 3 avec 5 zéros, 300 000 km par seconde. Cette vitesse, on va l'appeler C pour célérité, pour bien la démarquer des autres vitesses qu'on va voir après, parce qu'en fait cette vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante universelle, une constante fondamentale en physique, même une constante fondamentale de la nature qu'il faut retenir. Alors, première chose à retenir, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, qui est égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Bon, j'entoure pas, j'en
n'entoure pas toutes les valeurs, hein. On peut l'exprimer en mètres secondes ou en kilomètres secondes, il suffit de faire une conversion. Et on va avoir 3 puissance 5 km secondes. La valeur qu'on retient en général, c'est celle-ci, puisque l'unité SI, c'est les mètres secondes. Alors, à quelle vitesse la lumière va-t-elle se propager, cette fois, dans l'air ou l'atmosphère terrestre? On a la lumière qui arrive d'une étoile, elle arrive jusqu'à la surface de la Terre, donc elle passe du vide à l'atmosphère terrestre. Et il se trouve que, on va l'appeler l'air, la vitesse de l'air, et je l'appelle plus C mais R pour différencier la constante universelle des autres vitesses. Il se trouve que dans l'air, la vitesse de la lumière est approximativement égale, à peu de choses près, à la vitesse de la lumière dans le vide, soit 3,10 puissance 8 mètres secondes. Donc ça aussi c'est quelque chose à retenir, mais de toute façon vous allez l'utiliser tellement souvent que vous n'aurez même pas besoin de l'apprendre. Ça va couler de source. Dans l'eau, un exemple qu'on verra souvent, c'est l'eau. Alors je parle de l'eau douce, parce que suivant les différentes propriétés de l'eau, la lumière n'aura pas forcément la même vitesse. Bon, on va dire dans l'eau en général, la vitesse de la lumière dans l'eau est de 225 500 km par seconde. Ensuite, une chose qu'on va utiliser souvent en tant qu'opticien, c'est le verre. Donc on va prendre dans le verre. Alors il existe différents types de verres. Là on va prendre un verre moyen, un verre de type Krone, et on va l'appeler alors V dans le verre. Mais sachez que suivant la nature du verre, la lumière ne se propagera pas de la même vitesse, donc il y a plein de verres différents, donc plein de vitesses différentes. Là je prends vraiment la vitesse moyenne du verre, le plus moyen qui soit. On va avoir une vitesse de 200 000 km par seconde. Donc on voit que suivant les milieux, la lumière ne va pas se propager toujours de la même vitesse. Elle ne va pas se propager toujours à la même vitesse. Alors cette notion de vitesse, on va y revenir tout à l'heure quand on va reparler de l'indice de réfraction du milieu de propagation. Ce que j'aimerais voir là maintenant, en cinquièmement, c'est la nature de la lumière. Voilà, on va faire un petit peu... on va avoir quelques petites notions d'optique physique, parce qu'en optique physique, il y a un paramètre qui va nous servir aussi en optique géométrique, qui est la longueur d'onde. Alors, la lumière, c'est quoi? Donc, la lumière est une onde électromagnétique. Alors en optique physique on notera, pour aller plus vite, tout ça, OEM, onde électromagnétique. Alors une onde électromagnétique va être caractérisée par une fréquence et une longueur d'onde. Caractérisée par une fréquence qu'on va exprimer en Hertz et une longueur d'onde qu'on va exprimer en mètres.
Alors ce qui va plus nous intéresser, nous, en optique géométrique, c'est la longueur d'onde. La fréquence, ça sera plutôt pour après. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, on la note lambda, donc ça se lit lambda, le L du grec, et souvent, elle va être exprimée en nanomètres. Alors, sachant que 1 nanomètre, c'est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Alors, ce qu'on appelle, nous, la lumière, donc la lumière visible, ou lumière blanche, et bien c'est la lumière qui peut être captée par l'œil. Et l'œil est sensible à une certaine gamme de longueurs d'onde qui vont, pour la lumière visible, de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Ça, c'est ce qu'on appelle la lumière visible. Cet intervalle ici, c'est ce qu'on appelle la lumière visible. Lumière visible. Donc notre œil n'est sensible qu'à cette partie-là du spectre électromagnétique. Ici, vous avez ce qu'on appelle les ultraviolets. Et au-delà, ici, vous avez les infrarouges. Et ça, notre œil n'est pas capable de le capter. Notre œil n'est sensible qu'à cette partie-là du spectre électromagnétique. Donc le spectre électromagnétique, c'est quelque chose qui est très 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 large. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la zone entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc, on peut voir que la lumière visible, ça va correspondre à plusieurs longueurs d'onde, parce qu'ici, on en a déjà au moins 2. Et à chaque longueur d'onde, on va associer une couleur. Par exemple, 400 nanomètres, ça sera la couleur bleue. Pour 800 nanomètres, ça sera le rouge. Le milieu du spectre visible, on considérera souvent que c'est entre le jaune et le vert. Et là, on est aux alentours de 550 nanomètres. Et si dans un labo, vous prenez une lumière bleue, une lumière verte, une lumière rouge et que vous mélangez les trois faisceaux lumineux, eh bien vous allez obtenir une lumière blanche. Ce qui veut dire que la lumière blanche, la lumière visible à laquelle nous on est sensible, la lumière du jour, est composée de plein de couleurs différentes qui se mélangent. Alors bien sûr, entre le bleu, le jaune et le vert, il y a plein d'autres nuances de couleurs qu'on verra par la suite. Et idem, entre le jaune et le rouge, vous aurez d'autres nuances de couleurs qui arriveront jusqu'au rouge, qui aura un dégradé qui arrivera au final jusqu'au rouge. Donc tout ça pour vous dire que la lumière à laquelle notre œil est sensible, ce qu'on appelle la lumière blanche, c'est une lumière qui est composée de plein de couleurs mélangées. Et le mélange de toutes ces couleurs nous donne une sensation de lumière blanche. Et qu'à chaque couleur est associée une longueur d'onde que l'on note lambda, qui est exprimée ici en nanomètres. Alors, une lumière composée de plein de couleurs, de plein de longueurs d'onde, c'est ce qu'on appelle une lumière polychromatique. Donc, la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. Alors, pour nous, maintenant, couleur, ça sera synonyme de longueur d'onde. On dit qu'elle est polychromatique.
poly pour plusieurs, chromatique pour couleur. Et par exemple, si on prend la lumière bleue, la verte, la jaune ou la rouge, alors par exemple, on dit que les lumières ne contenant ne contenant qu'une seule couleur ou longueur d'onde, on dit que les lumières ne contenant qu'une seule longueur d'onde sont mono pour seul, chromatique pour couleur, une seule couleur. Alors ça c'est le cas pour le bleu, le vert, le rouge, le jaune, bleu, vert, etc. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'était la lumière, qu'on a abordé un petit peu la nature de la lumière, on verra qu'il y a bien d'autres choses qui va caractériser la lumière, mais cette notion de longueur d'onde va être très importante pour nous. On va pouvoir parler maintenant de l'indice de réfraction des milieux de propagation. Donc 6, indice de réfraction d'un milieu de propagation. Alors, l'indice de réfraction, c'est quelque chose de simple. On le note. Petit n. Et ça va être égal à un rapport de vitesse. Alors pas n'importe lequel. Ça va être le rapport de la vitesse de la lumière par la vitesse de la lumière dans le milieu considéré, le milieu qu'on est en train d'étudier. Donc ça c'est une des premières grosses formules d'optique que vous avez à retenir. C'est un simple rapport. N égale à C sur V. Alors, N, c'est l'indice de réfraction, c'est vitesse de la lumière dans le vide, et V, vitesse de la lumière dans le milieu d'étude qui sera autre que le vide. Alors il suffira de calculer, donc tout à l'heure on a vu, on connaissait la vitesse de lumière dans l'air, dans l'eau, dans le verre. Il suffira de diviser la vitesse de la lumière dans le vide par la vitesse de la lumière caractéristique du milieu pour avoir l'indice de réfraction du milieu. Alors on verra par la suite à quoi va servir cet indice de réfraction. C'est quelque chose qui est très important pour la suite, surtout quand on verra la réfraction de la lumière qui sera directement liée à cette histoire d'indice de réfraction. Alors on peut faire quelques exemples. On peut calculer l'indice de réfraction de plusieurs milieux. Par exemple l'indice de réfraction de l'eau. Alors indice on va commencer par l'air, c'est le plus simple. Si je veux calculer l'indice de réfraction de l'air, je vais l'appeler par exemple NR, c'est quoi? C'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans l'air. Or, on a vu que dans l'air,
la vitesse de la lumière est approximativement égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Donc je peux dire que NR est égal à C sur C, donc est égal à 1. Premier indice important à connaître, c'est l'indice de réfraction de l'air qui vaut 1. Alors remarquez, je ne mets pas d'unité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un rapport de vitesse, donc j'ai des mètres divisé par des secondes, j'ai des mètres par seconde divisé par des mètres par seconde, donc je peux simplifier mes unités. L'indice de réfraction n'a pas d'unité. Donc je vais le préciser ici parce que c'est quand même quelque chose d'important. D'ailleurs on va le mettre en rouge. Attention, pas d'unité. Donc je n'ai pas d'unité. Donc l'indice de réfraction c'est une simple valeur. Donc l'indice de l'air c'est 1. Si on veut calculer l'indice de réfraction de l'eau cette fois, je vais avoir NO qui sera égal à la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans l'eau. Or, on a vu que la vitesse de la lumière dans l'eau était de 225 500 km. Donc, on va dire que la vitesse de l'indice de réfraction de l'eau, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, donc 300 000 km par seconde divisé par 225 500 km par seconde. Et on va trouver un indice de l'ordre de 1,33. Indice qui va vous être aussi familier parce qu'on va souvent l'utiliser, l'indice de l'eau. Alors remarquez que j'ai pas pris 3 × 10⁸ mètres secondes puisque j'ai la vitesse de l'eau en kilomètres par seconde. J'ai pris la vitesse de la lumière en kilomètres par seconde. Il faut toujours veiller à rester homogène au niveau des unités. Il n'est pas possible d'aller faire une fraction avec par exemple au numérateur des mètres secondes et au dénominateur des kilomètres secondes. Le résultat serait pas bon. Donc faites bien attention à vos unités. Enfin, un autre indice important, c'est l'indice de réfraction du verre moyen. Donc N vert. Donc ça serait la vitesse de la lumière sur la vitesse de la lumière dans le verre moyen, qui serait donc de 300 000 km secondes divisé par 200 000 km secondes, qui était la vitesse de la lumière dans le verre moyen, 200 000 km secondes, et on obtient un indice de 1,5. Encore un indice caractéristique qui va revenir très souvent. Donc voilà, donc l'air est caractérisé par un indice de réfraction de 1, l'eau douce est caractérisée par un indice de réfraction de 1,33, et le verre moyen, c'est-à-dire le verre en crône, est caractérisé par un indice de réfraction de 1,5. Alors dernière petite remarque en ce qui concerne les indices de réfraction. Une des premières remarques importantes, c'est que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a introduit la vitesse de la lumière, que c'était une constante et aucune vitesse ne peut dépasser cette vitesse. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la vitesse de la lumière dans un milieu autre que le vide sera toujours inférieure ou égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Égal, pourquoi? Parce que si c'est l'air, ça peut être égal, mais en tout cas, ça sera toujours inférieur ou égal à la vitesse de la lumière dans le vide. Alors ça a une implication importante qui est que n, qui est le rapport des deux vitesses, sera toujours supérieur ou égal à 1. Alors ça c'est hyper important. C'est-à-dire que si un jour vous faites un calcul et que vous trouvez un indice dont la valeur est inférieure à 1, c'est impossible, parce que dans ce cas-là, vous allez considérer que la vitesse de la lumière dans le milieu autre que le vide est supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide, ce qui est, dans l'état actuel des connaissances, impossible. Donc l'indice de réfraction toujours supérieur à 1, et d'ailleurs dans les calculs qu'on a fait, vous voyez, on était toujours supérieur ou égal à 1, 1,33, 1,5. On n'avait pas de valeur qui était inférieure à 1. Ça c'est une première remarque importante.
Deuxième remarque, bon, qui est importante aussi, mais il ne faudra pas trop vous prendre la tête avec la formule que je vais vous donner maintenant. Mais ça permettra de comprendre ce qui se passe avec la dispersion de la lumière quand on va utiliser par exemple un prisme. C'est ce qu'on appelle la loi de Cauchy. Loi de Cauchy. Alors que dit cette loi? Elle dit que l'indice de réfraction va dépendre de la longueur d'onde. Alors comment elle va dépendre de la longueur d'onde? Avec une formule ici. Une constante qui va dépendre du milieu de propagation, plus une autre constante qui va dépendre du milieu de propagation, qu'on va élever au carré, divisé par la longueur d'onde au carré. Donc c'est la loi de Cauchy. Alors ces constantes, elles sont caractéristiques du milieu, donc si jamais vous avez un problème à étudier avec ça, les valeurs de ces constantes vous seront données. Par contre, vous aurez la longueur d'onde de la lumière étudiée en fonction du milieu et vous allez retrouver son indice. Alors, ce que vous devez savoir, vous, en gros, c'est ça. C'est que dit cette loi. Alors si on présente l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde, la longueur d'onde par exemple en nanomètres, l'indice de réfraction, pas d'unité, pour les longueurs d'onde qui nous intéressent nous, c'est-à-dire le visible entre 400 et 800 nanomètres. Cette loi nous dit que l'indice va diminuer à mesure que la longueur d'onde va augmenter. Par exemple ici, vous allez avoir l'indice de réfraction pour une longueur d'onde de 400 nanomètres. Donc N 400. Et par exemple, ici, je vais prendre ici. On va avoir l'indice de réfraction pour une longueur d'onde de 800 nanomètres. N800. Alors, sachant que ici l'indice vaut 0, on monte graduellement en valeur d'indice. On voit que plus la longueur d'onde est petite, plus l'indice est grand. Plus la longueur d'onde est grande, plus l'indice est petit. Alors ça va être caractéristique au niveau d'un prisme quand on va étudier la lumière. Si on envoie une lumière blanche, si on envoie une lumière blanche sur un prisme, voilà, un prisme, voilà, c'est un triangle en verre, hein. Donc si j'envoie un faisceau de lumière blanche sur ce prisme, la lumière va passer dans le prisme, mais en sortie, elle va être déviée en fonction de sa longueur d'onde. Or, la lumière blanche contient toutes ces longueurs d'onde là. On va s'occuper des deux longueurs d'onde qui marquent la frontière du spectre visible et la longueur d'onde moyenne, qui sont, je vous rappelle, le bleu, le vert et le rouge. Et bien dans ce cas-là, on voit que plus la longueur d'onde est petite, plus l'indice est fort. Donc plus l'indice est fort, plus la lumière sera déviée. Donc en fait, si ça c'est le bleu, ça le vert et ça le rouge, donc plus la longueur d'onde, plus l'indice correspondant à la longueur d'onde est fort, plus la lumière sera déviée. Donc on va avoir la lumière bleue qui sera bien déviée, la lumière verte, dont l'indice est ici, N 550, qui sera un peu moins déviée puisque l'indice est plus faible, et la lumière rouge ici, dont l'indice est vraiment le plus faible, ici, qui sera pratiquement pas dévié. Voilà. Donc c'est ça que nous dit la loi de Cauchy. Elle nous dit que un matériau va avoir un indice de réfraction qui va dépendre de la longueur d'onde.
Donc moi j'envoie une lumière blanche qui contient toutes les longueurs d'onde, et donc le vert, ici, va dévier la lumière en fonction de la longueur d'onde grâce à une loi de Cauchy et à des constantes qui sont directement liées à la nature du matériau. Ça, c'est ce qu'on appelle la dispersion de la lumière. Alors c'est Newton, au XVIIe siècle, qui a le premier fait cette expérience et a découvert que, en réalité, la lumière blanche était composée de plusieurs lumières colorées. Voilà pour ce cours. Donc pour le prochain cours d'optique géométrique, nous attaquerons la réflexion et la réfraction de la lumière.